Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons continuer à analyser le texte de Guy de Maupassant, La Parure, extrait de la nouvelle La Parure. Mais avant ça, permettez-moi de vous faire d'abord un petit rappel sur ce qui a été déjà vu ou ce qui a été déjà fait depuis la première séance de la compréhension de l'écrit, parce qu'aujourd'hui, on est là à la troisième séance. Alors, rappelons-nous de ce qu'on a fait lors de la première séance. Dans la première séance, on vous a proposé la première partie de la nouvelle. Rappelez-vous que je vous ai déjà dit que la nouvelle, nous l'avons divisée en deux parties. Lors de l'analyse de la première partie, donc on a essayé d'identifier le narrateur. Et on a dit là que le narrateur n'était pas un personnage de l'histoire, mais il était extérieur à l'histoire. On a essayé également de distinguer la situation initiale de la suite ou du déroulement des événements. Et on a essayé également de relever toutes les informations relative au personnage principal. Le personnage principal qui était Madame Loisel Mathilde. Lors de la deuxième séance, on a vu la deuxième partie donc, de la nouvelle, et dans cette partie-là, donc, on a essayé toujours de relever les différents faits ou les différents événements. Et on a relevé également la situation finale. Et on a terminé la séance par tracer le schéma narratif. Donc on a dit qu'on a relevé tous les faits de la deuxième partie du déroulement des événements, et on a relevé également la situation finale, et on a tracé le schéma narratif. Et dans cette séance-là, nous allons nous intéresser principalement à l'organisation textuelle du récit. Pour cela, on va essayer donc d'identifier la situation de communication entre les personnages, et on va également essayer d'identifier la situation de communication entre le récit et le lecteur. Alors, la première des choses que nous allons commencer à faire, sans passer par l'observation du texte, puisque nous l'avons observé et nous avons pu, lors de la première et la deuxième séance, de dégager donc les éléments qui constituent le paratexte. Aujourd'hui, on va lire le texte, et au fur et à mesure, on va essayer donc de repérer tous les passages où il y a des dialogues. Alors, La Parure. C'était une de ces jolies et charmantes filles, nées comme par une erreur du destin dans une famille d'employés. Elle n'avait pas de dot, pas d'espérance, et elle se laissa marier avec un petit commis du ministère de l'Instruction publique. Elle n'avait pas de toilette, pas de bijoux, rien, et elle n'aimait que cela. Elle eut tant désiré plaire, être enviée, être séduisante et recherchée. Elle avait une amie riche, une camarade de couvent, qu'elle ne voulait plus aller voir, tant elle souffrait en revenant. Or un soir, son mari rentra, l'air glorieux, et tenant à la main une large enveloppe. Elle déchira vivement le papier, et on tira une carte qui portait ces mots. Le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau prient Monsieur et Madame Loisel de leur faire l'honneur de venir passer la soirée à l'hôtel du ministère le lundi 18 janvier. Elle le regardait d'un œil irrité, et elle déclara avec impatience: « Que veux-tu que je me mette sur le dos pour aller là ?» Il n'y avait pas songé. Il balbutia: « Mais la robe avec laquelle tu vas au théâtre, elle me semble très bien à moi. » Il se tut, stupéfait et perdu, en voyant que sa femme pleurait. De grosses larmes descendaient lentement des coins des yeux vers les coins de la bouche. Il bégaya. Donc, on va commencer par repérer la partie du dialogue dans ce passage-là. Elle est là. C'est la partie jaune.
On continue. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Elle répondit d'une voix calme en essuyant ses joues humides. Rien, seulement je n'ai pas de toilette et par conséquent je ne peux aller à cette fête. Il était désolé. Il reprit. Voyons Mathilde, combien cela coûterait-il une toilette convenable qui pourrait te servir encore en d'autres occasions? Elle répondit en hésitant. Je ne sais pas au juste, mais il me semble qu'avec 400 francs, je pourrais arriver. Il dit, je te donne 400 francs, mais tâche d'avoir une belle robe. Dans cette page-là, donc dans toute la page, on avait toujours le passage où il y a le dialogue entre Monsieur Loisel et Madame Loisel. On passe à la page qui suit. Le jour de la fête approchait et Madame Loisel semblait triste, inquiète, anxieuse. Sa toilette était prête cependant. Son mari lui dit un soir. Donc à partir de là, nous avons le début du dialogue. Qu'as-tu? Voyons, tu es toute drôle depuis 3 jours. Elle répondit. Cela m'ennuie de ne pas avoir un bijou. Pas une pierre, rien à mettre sur moi. J'aurais l'air misère comme tout. Son mari s'écria. Va trouver ton amie Madame Forestier et demande-lui de te prêter des bijoux. Tu es bien assez lié avec elle pour faire cela. Donc voici la partie où il y a du dialogue, le dialogue. Elle poussa un cri de joie. C'est vrai, je n'y avais pas pensé. Donc là aussi nous avons les répliques de Madame Loisel. Le lendemain, elle se rendit chez son amie et lui conta sa détresse. Madame Forestier alla vers son armoire à glace, prit un large coffret, l'ouvrit et dit à Madame Loisel, « Choisis ma chère. » Elle demanda, hésitante, pleine d'angoisse, « Peux-tu me prêter cela? Rien que cela. » Et là, elle a désigné avec son doigt une rivière de diamants. « Mais oui, certainement. » Donc là aussi, nous avons la partie du dialogue, ou des répliques de Madame Loisel et Madame Forestier. Elle sauta au cou de son ami, l'embrassa avec comportement, puis s'enfuit avec son trésor. On passe à notre page. Le jour de la fête arriva. Madame Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse, souriante et folle de joie. Tous les hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être présentée. Elle dansait avec ivresse, avec comportement, grisée par le plaisir, ne pensant plus à rien, dans le triomphe de sa beauté, dans la gloire de son succès. Elle partit vers 4 heures du matin. Arrivée chez elle, elle se mit devant la glace afin de se voir encore une fois dans sa gloire. Mais soudain, elle poussa un cri. Elle n'avait plus sa rivière autour du cou. Son mari demanda « Qu'est-ce que tu as ?» Elle se tourna vers lui, affolée. « Je n'ai pas la rivière de Madame Forestier. » Il se dressa éperdu. « Quoi? Comment? Ce n'est pas possible. » Donc dans cette page-là, le dialogue il commence à partir de l'intervention de Monsieur Loisel. Son mari demanda jusqu'à la fin de la page. On passe à la page suivante. Et ils cherchèrent partout. Ils ne la trouvèrent au point. Monsieur Loisel demandait « Tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal ?»« Oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. » Ils se contemplèrent atterrés. Enfin Loisel se rhabilla et sortit. Elle demeura en toilette de soirée, sans force pour se coucher. Son mari rentra vers 7 heures. Il n'avait rien trouvé. Au bout d'une semaine, il avait perdu toute espérance. Et Loisel, vieilli de 5 ans, déclara « Il faut aviser à remplacer ce bijou. » Ils trouvèrent dans une boutique du Palais Royal un chapelet de diamants qui leur parut entièrement semblable à celui qu'ils cherchaient. Il valait 40 000 francs. On le leur laisserait à 36 000.
Alors la partie du dialogue ici est là, où c'est toujours Monsieur Loisel qui parle. On passe à la page suivante. Ils prièrent donc le joaillier de ne pas le vendre avant 3 jours. Loisel possédait 18 000 francs que lui avait laissé son père. Il emprunterait le reste. Il alla chercher la rivière nouvelle. Madame Loisel reporta la nouvelle à Madame Forestier. Madame Loisel connut la vie horrible des nécessiteux. Elle prit son parti d'ailleurs tout d'un coup, héroïquement. Il fallait payer cette dette effroyable. Elle payerait. On renvoya la bonne, on changea de logement, on loua sous les toits une mansarde. Le mari travaillait le soir à mettre en œuvre les comptes d'un commerçant et la nuit souvent, il faisait de la copie à 5 sous la page. Dans cette page-là, on n'a pas de passage de dialogue. La page suivante maintenant. Au bout de 10 ans, ils avaient tout restitué. Madame Loisel semblait vieille maintenant. Or, un dimanche, comme elle était allée faire un tour aux Champs-Élysées, elle aperçut tout à coup Madame Forestier, toujours jeune, toujours belle, toujours séduisante. Madame Loisel se sentit émue. Allait-elle lui parler? Oui, certes. Et maintenant qu'elle avait payé, elle lui dirait tout, pourquoi pas. Elle s'approcha. Bonjour Jeanne. L'autre ne la reconnaissait point, balbutia. Mais madame, je ne sais, vous devez vous tromper. Non, je suis Mathilde Loisel. Son ami poussa un cri. La partie du dialogue commence à partir de l'intervention de Madame Loisel, qui s'adressait à Madame Forestier. On passe à la page qui suit. Oh ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Oui, j'ai eu des jours bien durs et bien des misères. Et cela à cause de toi. De moi? Comment ça? Tu te rappelles bien cette rivière de diamants que tu m'as prêtée pour aller à la fête du ministère? Oui. Eh bien, je l'ai perdue. Comment? Puisque tu me l'as rapportée. Je t'en ai rapporté une autre toute pareille. Et voilà 10 ans que nous la payons. Madame Forestier, fort émue, lui prit les 2 mains. Oh ma pauvre Mathilde, mais la mienne était fausse. Elle valait au plus 500 francs. Alors, là nous avons toute la page où on peut dire qu'il y a du dialogue, il y a toujours des répliques de Madame Forestier et Madame Loisel. On a terminé le texte, on passe aux questions. Alors pour la première question, on nous a demandé d'encadrer les parties où il y a échange de paroles, où il y a les dialogues. Donc nous l'avons fait. En tout, on a pu relever 5 dialogues. Pour la deuxième question, on nous demande d'identifier la situation de communication dans le dernier dialogue. Qui parle? Donc, et pour cela, nous allons répondre aux questions suivantes. Qui parle? À qui? De quoi? Où? Quand? Et comment? Si on revient au dernier dialogue, la conversation, donc dans ce dernier dialogue, se passait entre Madame Loisel et Madame Forestier, et elles parlaient de quoi? Donc toutes les deux, elles parlaient donc, de la parure, et à ce moment-là, donc il y avait Madame Loisel qui apprend à Madame Forestier qu'elle avait perdu la parure qu'elle lui a prêtée, et c'est là où Madame Forestier, en apprenant donc cette vérité-là, elle avoue à Madame Loisel que sa parure était fausse, elle n'était pas en diamant. On revient à la question 3. En dehors de cette situation de communication, c'est-à-dire de ces dialogues-là, entre les personnages, il existe un autre niveau de communication entre le récit et le lecteur. Ce niveau de communication, c'est la narration.
qu'est-ce qui le caractérise, donc, qu'est-ce qui caractérise ce niveau de communication qui est la narration? C'est bien les passages descriptifs et la relation ou la narration des faits. Relevez les éléments qui désignent ces deux situations, puis classez-les dans le tableau suivant. Là, on vous propose un tableau pour parler donc des deux situations de communication entre les personnages et entre le récit et le lecteur. Alors, pour le premier niveau de communication, nous avons dialogue, et là, pour le deuxième niveau de communication, nous avons les passages narratifs. Pour les types de phrases, bon, normalement c'est évident dans les dialogues ou dans les échanges de paroles, on avait des phrases interrogatives, des phrases exclamatives et des phrases déclaratives. Quant au passage narratif, nous avons principalement des phrases déclaratives. En ce qui concerne la ponctuation qu'on trouve dans les dialogues, c'est bien les deux points et les guillemets. Nous avons également les points d'interrogation du moment qu'on a parlé tout à l'heure des phrases interrogatives, et les points d'exclamation pour les phrases exclamatives. Bon, on avait également les trois points de suspension. Bon, il y a également les points, les virgules, les points-virgules. Là, c'est la ponctuation courante qu'on trouve dans tous les textes. Par contre, dans les passages narratifs, c'est vrai qu'il n'y avait pas les deux points et les guillemets, mais il y avait les points-virgules, les virgules. Alors, pour les temps maintenant des verbes, dans les répliques, le temps utilisé donc, par les interlocuteurs, c'est bien le présent de l'indicatif, alors que dans les passages narratifs, le narrateur il est utilisé beaucoup plus l'imparfait pour la description et le passé simple pour la relation des faits achevés ou qui se succèdent. Revenons maintenant aux personnes. Les personnages du dialogue sont Madame Loisel Mathilde, Monsieur Loisel et Madame Forestier. Par contre, dans la narration, nous avons comme personne donc, le narrateur, Madame Loisel et Madame Forestier, et Monsieur Loisel, Madame et Monsieur Loisel et Madame Forestier. Et nous avons d'autres personnages évoqués, toujours dans ce texte-là. C'est bien Monsieur le ministre de l'Instruction publique et Madame Georges Ramponneau. On passe à la question qui suit. On nous demande là, dans la question numéro 5, de souligner les phrases introductives de la parole dans les dialogues. Et on nous demande de leur dire quelle place occupe-t-elle et quels éléments contiennent-elles. Sans oublier de parler des temps des verbes et de l'ordre des mots. Alors, nous allons essayer donc de les voir dans le dialogue. Par exemple, la phrase qui précède donc ces répliques-là, dans le premier exemple, elle déclara avec impatience. Il balbutia. Il bégaya. Elle répondit. Il reprit. Elle répondit en hésitant. Il dit à Madame Loisel. Elle demandait. Loisel vieilli de 5 ans déclara, et ainsi de suite, jusqu'au dernier dialogue, où la dernière phrase introductive de parole, c'est Madame Forestier, fort émue, lui prit les deux mains. Voilà. Alors, quelle place occupe-t-elle? Ces phrases-là viennent avant les propos. Et maintenant, pour l'ordre des mots, si on essaye donc, de s'intéresser à ces mots-là, on va dire elle qui est le sujet, donc la phrase elle commence par un sujet, après nous avons le verbe,
Après, nous avons, avec un passant, là, comme là par exemple, nous avons un complément circonstanciel de manière. C'est-à-dire que l'auteur, parfois, il essaie donc de nous décrire la réaction ou l'attitude de celui qui parle. Alors, là, pour le deuxième exemple, pour la deuxième phrase introductive, nous avons toujours il, sujet, plus verbe. Troisième exemple, il, donc sujet plus verbe, en hésitant. Donc nous avons ici un gérondif qui exprime la manière aussi, et ainsi de suite. Alors, on passe maintenant à la question qui suit. En fait, pour les comptes de ces verbes-là, quand on dit il dit, il déclara, et ainsi de suite, tous ces verbes-là sont conjugués au passé simple. Oui, au passé simple, on avait un seul verbe qui était à l'imparfait, pardon. 6. À quel niveau appartiennent-elles? Ces phrases-là introductives de la parole, elles appartiennent au passage narratif. Donc, sont-elles toujours présentes et quel effet produit-elles ou produit leur absence? Elles ne sont pas toujours présentes parce que parfois, nous allons prendre à titre d'exemple, dans le dialogue 4, là, nous avons Monsieur Loisel demandé, tu es sûr que tu l'avais encore en quittant le bal? Et là, c'est Madame Loisel qui répond, lui dit, oui, je l'ai touché dans le vestibule du ministère. Donc là, on voit que l'auteur n'introduit pas les dires de Madame Loisel. Nous allons revoir le dialogue sec. Là aussi, on voit que dans ces répliques-là, il n'y a pas toujours de phrases introductives de paroles. Là, nous avons par exemple, son ami poussa un cri, oh ma pauvre Mathilde, comme tu es changée. Et là, il y a donc Mathilde qui répond, il n'y a pas de phrase qui précède, ou il n'y a pas de phrase introductive qui précède sa réponse. Oui, j'ai des jours bien durs et bien des misères, et cela à cause de toi. Donc là, vous voyez que dans tout ce passage-là, il n'y a pas de phrase introductive des paroles. On passe maintenant. Donc, et pourquoi, quel effet produit donc leur absence? Quand l'auteur ou le narrateur n'introduit pas donc ce genre de phrase-là, on va dire que l'auteur il incite implicitement le lecteur à s'impliquer dans l'histoire en imaginant la réaction du personnage interlocuteur. Alors, on passe maintenant au temps du récit. Bon, je préfère là, avant de parler donc de répondre à la question 8, je préfère commencer par la question numéro 9. Quand utilise-t-on le passé simple et l'imparfait? Et là, on va dire que le passé simple, on l'utilise pour les actions achevées, brèves, qui se succèdent, et l'imparfait, on l'utilise pour la description, pour la narration des faits qui sont inachevés également. Et à quoi sert le dialogue dans le récit? On va essayer donc de le voir dans la synthèse. Pardon? Alors, le récit ou le texte narratif. Dans un récit, la narration est parfois entrecoupée
par des passages descriptifs ou par des paroles rapportées. Donc soit par des dialogues ou de la description. La description dans le récit, elle permet au lecteur de se représenter un lieu, un objet ou un personnage qui joue un rôle important dans le récit. Et le dialogue ou le discours rapporté dans le récit le rend plus vivant et aide le lecteur à connaître la personnalité de celui qui s'exprime. On le rappelle encore une fois, les temps du récit sont l'imparfait et le passé simple. L'imparfait, il est utilisé pour exprimer une action passée qui n'est pas délimitée ou pour faire des descriptions ou encore pour raconter des événements secondaires. Le passé simple, il est utilisé pour exprimer une action soudaine, exprimer une succession d'actions ou pour raconter des événements principaux. Notre cours se termine sur cette synthèse-là. J'espère que vous avez compris maintenant la nouvelle. J'espère surtout que vous avez compris la structure et l'organisation textuelle du récit. Et là, je reviens aux objectifs. Quand on a dit quand on a parlé de l'identification, donc de la situation de communication entre les personnages là, on faisait allusion au dialogue. Et quand on a mis comme deuxième objectif l'identification de la situation de communication entre le récit et le lecteur, là on faisait allusion au passage narratif ou au passage descriptif. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.